Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Eh bien, il y en a un autre qui va jouir de cette confiance du président, c'est Léon Say. Un certain Léon Say. Léon Say rappelait qu'on n'avait pas payé les dettes de la guerre de 1870, qu'on avait simplement changé de créancier, que tout même n'avait pas été soldé. 80 millions empruntés à différentes villes pour la construction ou la réfection de casernes, que les prochains budgets présenteraient des difficultés. De son côté, le ministre Dufort cherchait à mettre l'esprit public en garde contre la tentation de charger l'État de faire le bonheur universel, etc. Donc on est quand même dans une période difficile, compliquée. On a perdu la guerre de 70 il n'y a pas si longtemps que ça. Il ne faut pas non plus oublier les deux préoccupations majeures de Grévy en fonction de son expérience passée. Je viens de vous dire, la première, c'est la paix avec l'Allemagne. Son choix des hommes est une priorité en fonction de leur position vis-à-vis de ce problème. Pour lui, la paix est indispensable pour le relèvement économique de la France. C'est le souci numéro 1. La seconde préoccupation, c'est d'éviter une dictature militaire et d'assurer la prépondérance civile. Sur ces deux préoccupations, on peut mettre deux noms qu'on va retrouver plus tard, Gambetta pour la paix et Boulanger pour la crainte du coup d'État militaire. Je reviendrai bien sûr. Le président doit présider de l'Élysée. Il ne doit pas gouverner. Ce n'est pas à lui de prendre les décisions et de mettre en action la machine gouvernementale. Ça, c'est vraiment la vision de Grévy. Sa tâche est de maintenir j'insiste, parce que c'est important pour la suite, pour tout ce qui va suivre évidemment. Sa tâche, c'est de maintenir les institutions que le pays s'est données, d'arbitrer, d'orienter en cas d'incertitude, de dégager le grand aspect des questions, de représenter la permanence de l'intérêt national. Si bien que sans en avoir l'air, sans ostentation, encore une fois, presque dans l'ombre, Grévy n'a cessé de peser sur la majorité de l'Assemblée. Toute sa vie, en fait, il aura fait ça, si vous avez bien suivi. En fait, le fameux président Soliveau, le président qui inaugure les chrysanthèmes, rien de plus faux, en réalité, évidemment. Je vous donne un exemple. Un jour, il va contrer assez sèchement Freycinet au Conseil des ministres, qui désirait fixer des règles pour les expulsions des étrangers. Pour Grévy, c'est une grave erreur. La France doit rester maître et juge d'expulser quand elle le voudrait. Elle ne doit rien aux étrangers. Fixer des règles aux expulsions, c'est en fait créer des droits aux étrangers. Vous voyez un peu, encore une fois, on a l'avocat, on a le juriste là-dedans. Et il terminait habituellement son intervention par ces mots: « Bien entendu, messieurs, vous êtes libres de prendre la décision que vous estimerez la plus opportune. Je n'ai fait que rapporter objectivement ce qui ressort de votre discussion. » Vous voyez comment on manipule les gens, c'est formidable. Il lui arrive parfois de prendre des initiatives assez osées. En 1882, Freycinet, qui vient d'être mis en minorité à la Chambre, apporte au président de la République la démission de son gouvernement. Grévy estime que le vote qui a été émis par l'Assemblée n'a pas de signification politique, donc il refuse la démission. Il a vu juste. Le lendemain, le ministère obtient un ordre du jour de confiance. En 1885, quand le cabinet Jules Ferry, renversé par la Chambre, à la suite de l'annonce de l'évacuation par les troupes françaises, vous savez, en Indochine, le chef de l'État n'hésite pas, en pleine crise politique et en l'absence du ministre responsable, à signer avec la Chine les préliminaires d'un traité de paix qu'il sait favorable à notre pays. Voilà. On est loin du président qui inaugure les chrysanthèmes. On sait combien aussi les questions religieuses tenaient les milieux politiques en éveil permanent. C'est, on va dire, c'est le fil rouge de cette période. C'est extrêmement important. Là aussi, Grévy, tant dans le Jura d'ailleurs qu'à l'Élysée, va pratiquer une politique laïque modérée. C'est pas, encore une fois, c'est pas un ayatollah, on dirait aujourd'hui. Dans sa position de président de la République, recours suprême des plus hautes autorités religieuses, voire vaticanes, sa situation est exposée, surtout bien sûr dans le climat de haine qui est entretenu par les sectaires des deux camps. Parce que vous savez qu'à partir du moment où on est extrémiste, c'est un sectarisme sans nom. Tout ce qui est excessif est insignifiant, disait Talleyrand. Et encore une fois, Jules Grévy s'est tiré à merveille grâce à son action enveloppante, toujours juridique. Il s'est tiré le meilleur de chaque discussion. Jamais la force, toujours la loi, rien que la loi. D'ailleurs, il va marier sa fille religieusement. Son épouse allait assez souvent à la messe,
avant qu'elle arrive à l'Élysée. Les fameux hussards noirs de la République, laïcs ou en soutane, doivent servir dans le cadre de la loi l'intérêt national et ne pas chercher ailleurs la propagande des thèses non conformes à leur vocation. Les fameux hussards noirs de la République, hein, ça c'est Ferry, Jules Ferry, pardon, évidemment. Entre Jules Grévy, Jules Ferry, Luc Ferry, pardon. Donc, bien entendu, Jules Ferry, bien sûr. Donc, de fait, sous sa présidence, qui va durer quand même du 30 janvier 1879 au 2 décembre 1887, et au cours des 12 ministères qui ont été constitués dans cet espace de temps, eh bien, vous avez un certain nombre de mesures qui ont été prises et votées, un certain nombre de lois anti-religieuses qui visent à la destruction ou à l'expulsion des congrégations, à la suppression de la liberté d'enseignement, à la laïcisation du Conseil supérieur de l'instruction publique, à la suppression des aumôneries militaires, à la sécularisation de la morale, à la suppression de l'enseignement religieux dans les locaux scolaires, à l'interdiction des processions, à la laïcisation de l'enseignement, à la suppression des traitements des ministres du culte, qui étaient jusque-là, vous savez, salariés par l'État, à l'établissement du divorce dans les mœurs, hein, ça c'est la loi Naquet, à la désaffection du Panthéon enlevé au culte catholique, etc., etc., malgré ce qu'ils pensent. Et c'est ça qui est fort. Et tout ça a une résonance extrêmement importante aujourd'hui, bien entendu. Alors, ému, vous imaginez bien, par ce qui pense être une véritable persécution religieuse. Léon XIII, le pape Léon XIII, sa sainteté, le 12 mai 1883, va intervenir par une lettre personnelle adressée au président Grévy. Le pape dit évidemment sa douleur, ses appréhensions, son angoisse. Il le supplie d'user de sa puissance, de son influence pour conserver à la France les précieux avantages de la paix religieuse. Il est dans son rôle. Grévy, dans son rôle, répond en disant qu'il est désolé lui aussi, mais non responsable, que la Constitution ne lui permet pas d'intervenir, tout acte personnel lui étant interdit. Ce n'est pas... c'est un peu... alors, toute proportion gardée, vous savez, la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre, enfin, en tout cas, Élisabeth Ier et Élisabeth II étaient un petit peu comme ça, c'est-à-dire que la personne s'efface devant la fonction. On est un petit peu dans le même style, c'est exactement ça, c'est pas ce qu'il pense lui au profond de lui-même, ce qu'il est au profond de lui-même, il pense d'abord à l'État, c'est sûr qu'on n'est plus habitué nous à ça. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.